Bonjour Edmond Leborgne, ce soir on va parler au nom de l'Union internationale endovasculaire qui s'intéresse aujourd'hui à un problème majeur, c'est la désertification médicale. Et qui dit désertification médicale, inégalité des soins. Un sujet de santé publique et de l'offre de soins. Et donc, comme vous le savez, dans chaque lorsqu'on traite un patient ou dans n'importe quel endroit de la France ou dans le monde, il faut utiliser la meilleure technologie, la plus récente des technologies utilisées pour la médecine et pour traiter les patients. À ce moment-là, non seulement il y a une inégalité de soins, mais inégalité de produits de soins et de produits de santé publique. Je vous donne la parole. Merci, docteur Mouly, pour ce sujet qui est assez transversal, mais qui néanmoins est d'actualité et il s'agit aussi d'une problématique de politique de santé dans le cadre de l'organisation du système de santé, notamment de l'offre de soins. Alors, la désertification médicale, le Conseil national de l'ordre des médecins avait publié le 4 juin 2013 dans un atlas démographie médicale différents chiffres et on considérait qu'en un an, le nombre de médecins inscrits en activité avait diminué de moins 0,12% et que le nombre de médecins retraités, tant qu'à lui, avait augmenté de 8% sur la même période. Alors on peut tirer un premier enseignement. Ce premier enseignement, on peut le tirer sur justement ces données chiffrées. On sait qu'on a une diminution de moins 0,12% et qu'on a une augmentation de 8% des retraités, des départs de mise à la retraite de certains médecins. Alors, la balance, elle est tout de suite faite. Depuis quelques années, on s'aperçoit que manifestement, le numerus clausus des facultés de médecine en France augmente son nombre d'étudiants, mais insuffisamment. Et on sait aussi que pour former un praticien, c'est entre 8 et puis 12, 14, voire plus dans les grandes spécialités. Bon. Alors, le problème, si vous voulez, on risque de voir sur le plan démographique rapidement une diminution du nombre de médecins dans toutes les spécialités et on peut aussi constater en même temps que si on imagine la diminution de médecins, mais on peut aussi localiser certaines régions où le nombre de médecins est pas équilibré par rapport à une autre région. Si on prend la région PACA, il y a énormément de médecins. Alors, à titre d'exemple, on sait que la région des Pays de la Loire, qui était arrivée au premier rang du classement des régions les plus attractives, qui était à plus de 5,2%, et que la région Alsace occupait, elle, la seconde place à plus 4,5%, et la région Rhône-Alpes en troisième position à plus 4,2%. Doit-on réglementer les secteurs par rapport au nombre de médecins? Cela voudrait dire qu'il faudrait faire comme les officines. Vous savez que dans le code de la santé publique, une officine, c'est pour 2500 habitants. Alors, on pourrait partir sur ce raisonnement, mais manifestement, ce n'est pas celui qui a été retenu et il serait difficile à mettre en place compte tenu des différentes spécialités médicales et puis aussi de la volonté de chacun des praticiens après de longues études. Nous constatons aussi l'arrivée de
nombreux médecins étrangers, notamment de Roumanie, qui manifestement certains sont très bons, mais on est un peu déçus que manifestement nous avons en France un certain nombre de facultés de médecine qui forment très bien les futurs cliniciens et qu'on voit arriver une masse importante de médecins étrangers pour combler ce déficit en termes sur le plan de la démographie médicale. Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne va pas mettre en cause, si vous voulez, la qualité du travail de ces médecins étrangers, car effectivement, ils travaillent bien. Peut-être certains qui n'auraient peut-être pas le niveau comme... Mais en France, on a des facultés d'excellence qui forment de très bons cliniciens, très bons spécialistes, avec une connaissance, je dirais, du pays sur le plan de la santé publique, sur le plan de la prévention et l'adaptation aussi aux soins. Alors, on a vu ces dernières années une évolution des techniques médicales, et cette évolution des techniques médicales nécessite que les cliniciens doivent être de plus en plus formés, c'est-à-dire de plus en plus pointus. On a rencontré ça dans le code de l'imagerie médicale, où au départ, lorsque l'IRM a commencé à exister, eh bien, vous vous en souvenez, Dr Mouly, très peu de radiologues étaient formés aux bases physiques et cliniques de l'IRM. La scanner, ça a été pareil. Mais après, on a vu que pour ce type, par exemple, parce que restons dans l'imagerie comme exemple, on pourrait bien prendre d'autres exemples, dans d'autres spécialités, que ces appareils-là, ces dispositifs-là médicaux ont évolué techniquement. C'est-à-dire que même si les cliniciens sont formés, ils doivent être formés en formation continue. C'est pour ça que le Conseil national de l'ordre des médecins a veillé à une formation continue des médecins dans leur spécialité. Et effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une personne qui avait été formée il y a 20 ans en IRM doit aujourd'hui, si vous voulez, se mettre à niveau. Pourquoi ? Parce que les bases physiques n'ont pas changé. Mais la technique, l'approche, la durée de l'examen, tout ça, ça a énormément diminué. Et puis aussi les demandes. Les demandes ont énormément augmenté. On sait très bien qu'il y a des moyennes pour certaines régions d'attente pour avoir une IRM. Ça pourrait même aller jusqu'à 2 mois ou 3 mois. Le scanner a évolué aussi. On a vu l'évolution vers le scanner spiralé, etc. Et à côté, si vous voulez, on a vu l'évolution des dispositifs médicaux et on a vu aussi l'évolution du traitement, de la prise en charge thérapeutique dans le cadre, si vous voulez, justement, des différentes pathologies. Et comme l'image devient de plus en plus précise, eh bien, la thérapeutique devient de plus en plus précise et manifestement, cela amène, si vous voulez, à non seulement connaître la technique du dispositif médical, mais sur le plan diagnostique, à être très bon. Et puis, dans la continuité de l'imagerie médicale, nous avons la chirurgie, par exemple, où cette chirurgie évolue énormément, même vers la voie de la robotisation. Donc aujourd'hui, il y a un certain collège qui s'est mis en place entre la médecine et la recherche, l'ingénierie qui manifestement a pris sa place dans le cadre du biomédical et que ce biomédical est en réelle évolution.
et que manifestement, cette évolution eh bien, sera traduite par justement des attentes encore beaucoup plus précises et rapides des patients. Alors, la démographie médicale est un problème, comme je le disais, de santé publique, est un problème de politique de santé. Aujourd'hui, le ministère de la Santé travaille énormément sur le problème, justement, de cette démographie médicale. Alors, effectivement, on est pris un peu dans le piège parce que, aujourd'hui, même si le numerus clausus évolue au niveau des facultés de médecine, on se rend compte que, manifestement, cela n'a pas été fait suffisamment tôt. Et que ce creux qui s'est justement accentué est dû justement à une défaillance au niveau de l'évaluation de notre système de santé, trop basée sur une mauvaise analyse de l'économie de santé, et que le résultat, on peut dire par moments, est catastrophique. On s'aperçoit que dans certaines régions, que pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, il va falloir attendre 8 mois, voire une année, alors que on va aujourd'hui parler de prévention sur la route, et une personne aura une défaillance de la vision, et qu'on ne lui permettra pas d'avoir un examen qui lui évitera d'avoir un accident ou de causer un accident à autrui. Donc, si vous voulez, vous voyez que la médecine, aussi le plan de la démographie, est important sur la prise en charge immédiate, mais a des conséquences, si vous voulez, sur le plan de la sécurité, aussi bien du patient en lui-même que sur l'environnement au niveau de la population. Et ainsi, on arrive aujourd'hui à conclure, et je vais dire mes derniers mots, c'est que on est aujourd'hui vers une prévention extraordinaire et peut-être, et on peut le saluer sur les limitations de vitesse, mais il faudrait peut-être aussi penser justement à une prévention, si vous voulez, en pensant que ce problème de démographie médicale amène justement une diminution de vigilance sur certains cas, sur des personnes qui auraient des défaillances, notamment, on disait, en ophtalmologie, et ça crée un problème important. Alors, je pense qu'il s'agit d'un problème de santé publique au niveau de l'évaluation de notre système de santé, et que cette analyse au niveau de l'évaluation de notre système de santé doit nous amener à une étude transversale, si vous voulez, qui permet de prendre en compte aujourd'hui l'état de la France sur le plan cartographique, en disant voilà le nombre de spécialités que nous avons en France, et on s'apercevra par exemple qu'en gynécologie obstétricale, le problème va se poser très rapidement aussi, ou que ça soit dans le domaine même de la cardiologie ou autre domaine, pour avoir des rendez-vous suffisamment rapides. Alors, je vous remercie, Dr Mouly, de m'avoir permis de donner, si vous voulez, un premier avis qui est le mien et qui m'appartient, et que manifestement je me ferai un plaisir de partager au séminaire que vous allez organiser sur le problème de la démographie médicale, où on pourra poser les problèmes justement géographiques, les problèmes en termes de santé publique, que ça soit l'évaluation de notre système de santé, y compris de l'économie de santé, et là, colléger tous ces spécialistes pour que enfin on puisse analyser et sortir un document précis que l'on pourra remettre aux instances intéressées par cette problématique. La solution miracle, nous la connaissons pas. Nous la connaissons en sachant qu'il faudrait augmenter le nombre de médecins, mais on sait aussi qu'au niveau de la sécurité sociale, nous avons un déficit très important. Donc, notre système de santé est très
impactés par justement cette problématique en termes d'économie de santé. Et justement, la réflexion qu'il faut mener, ce n'est pas au niveau uniquement du praticien, il faut augmenter le nombre de praticiens, mais peut-être au niveau de la prise en charge dans le cadre des protocoles ou au niveau des sociétés savantes, et les sociétés savantes font un travail extraordinaire dans toutes thématiques confondues, et justement s'appuyer sur ces sociétés savantes pour pouvoir sortir un réel outil où on ira vers un système de santé performant, y compris les urgences, et prenant en compte aussi l'économie de santé. Je vous remercie, Dr Mouly, de m'avoir permis de m'exprimer rapidement. Bien évidemment, j'aurais énormément autre chose à dire sur ce problème important de santé publique, mais je voulais donner les grosses lignes que nous pourrons développer dans votre séminaire prochainement. Dans notre séminaire, merci Edmond Le Borgne, on va parler surtout d'inégalité des chances dans les régions défavorisées. L'inégalité des chances de soins, l'inégalité des chances, même il faut faire des statistiques bien précises avec l'espérance de vie dans les régions défavorisées, où il manque énormément de médecins, de matériel et de performants pour traiter de la meilleure façon les patients et de façon égale par rapport à des régions comme Paris et en province. Donc il y a des régions défavorisées qui n'ont pas accès aux soins comme d'autres régions. L'apport des médecins étrangers qui viennent surtout des pays de l'Est, qui n'ont pas de, sans dire des choses, mais qui n'ont aucune connaissance, surtout linguistique, pour traiter les patients, et on les met dans les hôpitaux comme ça, pour traiter des patients, surtout dans les hôpitaux publics. Je trouve ça, c'est bien pour compenser le manque de médecins, mais ce n'est pas la solution. Il faut voir l'espérance de vie dans les régions défavorisées, faire des statistiques précises pour voir le manque de technologie, le manque de biomédical, le manque de médecins, le manque de pharmaciens, de tous les paramédicaux et les gens et tout le système de santé se base sur ce problème-là. Je vous remercie Edmond Le Borgne, au nom de l'Union internationale endovasculaire. Merci beaucoup, et dans le prochain séminaire on parlera beaucoup de cette affaire-là, en invitant beaucoup de sociétés savantes et surtout des sociétés pour parler de ces problèmes très sensibles, surtout dans les régions défavorisées. Et la technologie médicale est arrivée à un tel point de technologie et de performance que la France doit agir. Merci Edmond. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Oui, écoutez, Dr Mouly, j'aurais juste quelques mots à rajouter. J'apprécie votre analyse. Effectivement, il y a des régions défavorisées parce que les médecins choisissent leur région, mais on ne peut pas. Mais effectivement, ça, il faudrait mettre ça sur la table. On en discutera à votre séminaire. Mais vous savez, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à donner une information précise aux praticiens. Aujourd'hui, les laboratoires diminuent leur démographie aussi au niveau de la visite médicale. L'information du patient, du clinicien va de plus en plus être obsolète. Il faut absolument, et grâce à votre idée d'avoir créé une association pour le médicament et les dispositifs médicaux, que justement il puisse y avoir un regroupement au niveau des formations. Et je profite de vous féliciter parce que il s'agit d'une excellente initiative. Votre association scientifique a le mérite, et je souligne, de pouvoir mettre en avant des sujets de politique de santé qui ne sont jamais abordés et qui ont un sens pratique que les cliniciens, que les institutionnels et que les patients apprécient. Je vous remercie. Donc ce thème-là, l'inégalité de soins
différentes régions et l'espérance de vie. Merci Edouard Borgli. Dans le prochain séminaire, on parlera de ça. Merci beaucoup et au nom de l'Union internationale endovasculaire, je vous remercie. Merci à vous.